Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Toi, Éric, ça va? Ça va super bien. Yann, c'est quoi notre sujet d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler avec Timothy Beaulieu, qui se trouve à être un franco-américain. Ça, pour ceux qui ne savent pas, franco-américain, c'est comme un thème relativement récent. On parle d'un Américain qui est de descendance française. La plupart du temps, ça va être des gens qui viennent, des Canadiens français qui ont immigré vers les États-Unis puis qui sont restés là-bas. C'est pas un Américain qui parle français, comme on pourrait penser, franco-américain. C'est un Américain qui a une descendance là, généralement canadienne-française. Puis ça, Timothy Beaulieu, c'est un Américain de descendance canadienne-française, qui est aux États-Unis. Puis c'est super intéressant, là, on va pouvoir parler avec lui de tout ce qui est arrivé avec l'exode des Canadiens français. Oui, ça va être un sujet super intéressant. C'était super intéressant comme entrevue. Avant qu'on passe à notre invité, je tiendrais à nous excuser là, du setup qu'on a, puisque, bon, Yann est en Ontario, au pays des loyalistes. Puis moi, de mon côté, ben, il fait très chaud. On est le 5 juillet 2023. Il fait très chaud. J'ai pas d'air climatisé dans la maison, alors j'ai mon setup extérieur. Donc, l'éclairage n'est pas super. Puis ça se peut que vous entendiez des fois des oiseaux. Malheureusement, c'est pas un ajout qu'on fait là, à la vidéo d'aujourd'hui, à l'introduction, à la conclusion. Ben, c'est quelque chose qu'on n'a pas le contrôle dessus. Alors, on passe immédiatement à notre invité, Timothée Beaulieu. Alors, comme je vous disais en introduction, on est très, très content d'avoir comme invité Timothée Beaulieu. Timothée qui est un franco-américain. Aujourd'hui, parlons ancêtres, hein, on parle de nos ancêtres, mais aujourd'hui, on va parler de nos cousins qui ont eu des ancêtres communs. Alors, Tim, si tu pouvais, juste pour vous mentionner, Tim parle anglais, on va faire l'entrevue en anglais, on va lui poser les questions en français, puis on va les traduire par la suite, moi et Yann, du meilleur qu'on peut, puisque c'est notre première fois qu'on fait ce genre d'entrevue. Alors, Tim, si tu pouvais nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à collaborer avec nous aujourd'hui? Hello. Bonjour. Je m'appelle Timothy Beaulieu. Bonjour, Tim. Bonjour. Je suis le fondateur de New Hampshire Poutine Fest. J'habite à Merrimack, New Hampshire. J'ai 12 enfants. Ma fille est Addie, mon fils Brady. Let's see. J'aime le Québec. Sorry to go into English. So, like, I have, John, you had a question? Sorry. Moi, je suis curieux de savoir, tu es le fondateur du Poutine Fest au New Hampshire. Est-ce que la poutine est big? Y a-t-il des restaurants de poutine chez vous? I understand you. Awesome. So this is kind of cool. I can understand you guys. So it is somewhat popular here. I get usually 10 to 12 restaurants a year to come to Poutine Fest in New Hampshire. Oh. It's a sampling event, and we have, right now, it is the largest poutine event in the United States at the moment. Nice. We probably have a couple thousand people. It is not like Poutine Fest à Montréal, but we're trying. We're making sure that people know that poutine is Quebecoise, and that it's not really part of the Franco-American heritage, but our cousins made it, so it's our job here to honor that. And bring it here. Donc, c'est ça. Tim décrit que le Poutine Fest au New Hampshire, ils ont une douzaine de restaurants là, à chaque année qui vient faire de la poutine. Là. Il met beaucoup d'emphase sur le fait que la poutine, c'est québécois. Puis, c'est pas les héritages littéralement des Franco-Américains, mais c'est un mets qui est fait par les cousins des Franco-Américains, donc nous autres, les Québécois. Puis, il met vraiment beaucoup l'emphase sur le fait que dans le fond, la poutine, c'est un mec qui est quand même prisé là, des Franco-Américains, puis des Américains en général. C'est le plus gros Poutine Fest qu'il y a aux États-Unis présentement. C'est nice.
Puis, soit dit en passant, Tim est le fondateur de cet événement-là. Fait combien de temps, combien d'années que ça roule le Poutine Fest? How many years? How many? Okay, good. I got that. So this is great. So I have taken some starters French, so I am a little bit, so I can follow a lot of what they're saying. I understand English, which is good. I just don't. You're doing great. Yeah. See. So this is the 8th year of Poutine Fest. We started in 2016. 2016, 2016, ça fait 8 ans. 2016, Nice. 2016, yeah. Y a-t-il beaucoup de gens qui participent? Premièrement, est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Ensuite, est-ce que c'est beaucoup des Franco-Américains ou il y a aussi des Américains anglais par rapport qui ont rien à voir avec le français? So I think you're saying, is there a lot of French? Yeah. What's the numbers? Is there a lot of people that goes, and are those people mainly French, Franco-Americans, or is that also Americans? So there's about 1,500 people that attend on average. 1500 quand même. Yeah, 1,500 people. They are primarily American, so not Franco-American. Okay. There are a lot of Franco-Americans. What I've been trying to do is make Franco-American traditions part of the greater traditions in our area, because they've been kind of hidden for a long time. So now we're showing that, our traditions matter too, and everyone's welcome. So that's it's not an isolated thing. Like, everyone can celebrate the Franco-American traditions. And they do appreciate our national meal. They do. They do. Ouais, c'est ça. Tim, il dit, on accepte tout le monde, c'est inclusif. Il y a beaucoup d'Américains, pas de Franco-Américains, mais il essaie de mettre beaucoup d'emphase sur les traditions franco-américaines dans la région, parce que il pousse beaucoup sur le fait que les Franco-Américains, la culture franco-américaine, donc la culture canadienne-française aux États-Unis est importante. Puis les Américains, ils aiment beaucoup notre mets national. Mais si Tim est avec nous, c'est pas pour nécessairement nous parler de Poutine. Vous pouvez constater que son nom, Timothy Beaulieu, est un nom qui est quand même très canadien-français. Moi et Tim, on s'est rencontrés parce que Tim, il est administrateur d'un site Facebook. I was explaining to our audience that we met on a Facebook group that you're the administrator and founder, I think. Can you talk to us about that website, which is, what it's called again? Rêve de Gagnon. Le Rêve de Gagnon. And who is Gagnon exactly? So Ferdinand Gagnon was a French-Canadian and American journalist. So he operated in kind of like the middle of the 19th century. He was born in Saint-Hyacinthe, Quebec. He moved to the U.S. and worked on many different papers here in Manchester and more so in Massachusetts. But one of Gagnon's dreams was partially for us to return to Quebec. So for Franco-Americans to return and all work together. So during the pandemic, I've made friends in Quebec through Facebook and through all the events I do. And my friend Luc Trepanier from Saint-Hyacinthe and I decided that we would create a group where people across the border could communicate, where French is welcome, English is welcome, because we've been told on this side of the border that the Quebecois don't want to work with Franco-Americans. Like, that is a theme that goes on, and I don't believe that. Because what I've seen is very different. Like, people in Quebec are nice. They want to get to know Franco-Americans. The language barrier between us is nothing that either of us created. It happened over time in the U.S. and obviously in Quebec. There was that struggle after the Quiet Revolution to maintain and grow and protect the language. So we respect that. So it's a group of mutual respect. We can all work together. C'est ça. Fernand Gagnon c'était un journaliste franco-canadien qui était aux États-Unis, puis s'est installé aux États-Unis, qui a été dans beaucoup de journaux aux États-Unis, puis éventuellement, lui son rêve, dans le fond, le groupe, c'est le Rêve de Gagnon. Dans le fond, le rêve, c'était que les Franco-Américains reviennent aux sources, là, au Canada français, au Québec. Puis c'est ça, pendant la pandémie,
ont formé le groupe là, avec un francophone de Saint-Hyacinthe. What was his name again, Timothy? Ferdinand Gagnon. Non, des Saint-Hyacinthe. Luc Trépanier. Oh, Saint-Hyacinthe. Luc Trépanier. Trépanier. Avec Luc Trépanier, puis Tim, ils ont formé le groupe. Puis dans le fond, l'idée, c'est d'avoir de la collaboration là, entre les Canadiens français du Québec puis les Franco-Américains là, qui est au sud de la frontière. Parce que aux États-Unis, ils sont comme dans le mindset là, que les Québécois, ils ne veulent pas vraiment rien savoir des Franco-Américains. Puis, je suis d'accord avec lui, là, c'est pas exactement ce qu'on voit. Là, on n'a pas nécessairement de lien direct avec les Franco-Américains. On ne les connaît pas. Mais il dit, les Québécois sont gentils, c'est le fun de travailler avec, puis il aime beaucoup ça. Puis peut-être rajouter que c'est ça. Bon, si le fait qu'on ne travaille pas ensemble, on ne collabore pas ensemble, moi, personnellement, j'ai toujours su qu'il y avait des Franco-américains. De là, j'ai su qu'il y avait un exode. On n'en parlait pas tant que ça quand on était jeune en histoire. Mais c'est à force de faire de la généalogie que j'ai réalisé à quel point l'ampleur de l'exode qu'il y a eu des Canadiens français, dont Tim est un peu en quelque part le résultat. Puis, nous aujourd'hui, ce qu'on voudrait faire, c'est de passer là, justement à travers l'histoire de cet exode-là des Canadiens français. L'exode a commencé, pour remettre les gens en contexte, on retourne très, très loin dans le temps. On se souvient de la rébellion des Patriotes qu'il y a eu en 1837-38. Conséquemment à cette rébellion-là, il y a un Lord Durham qui fait un rapport, puis qui dit l'objectif, faudrait qu'on assimile ces Canadiens français-là pour qu'ils deviennent des protestants. Vous connaissez là, l'importance de la religion au Québec. Vous comprendrez que le clergé en voyait la chose tout autrement. Il s'est dit, OK, tiens ma bière, check-moi bien aller. Puis là, c'est à partir de là qu'on va faire des 14, puis des 15, puis des familles de 20 au Québec pour justement contrer cette tentative d'assimilation-là. Malheureusement, les terres, ils ne s'ouvrent pas. On est dans la vallée du Saint-Laurent à cette époque-là. Puis, il n'y a pas de terre qui s'ouvre. Il faut dire le train n'est pas arrivé encore non plus. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est, puis on est au début de la révolution industrielle. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à s'exiler vers le nord-est des États-Unis. Tim, what I was explaining is that we're going back to the Patriot Revolution, the one in Quebec, not the one in the United States, the one in 1837-38. And after that, we got the English, we had, what's this called, Lord Durham, who came and made a report saying that we should all assimilate those French Canadians. And so so you understand that the Catholic religion said, well, no, there's no way we're going to lose our Catholics. So we started to make a lot of kids, families of 14, 15 kids. And since after one generation, there wasn't that many space in the that was opening. There was not a lot. The land was a problem. The land was a problem, and it was the beginning of the revolution, industrial revolution in the United States, and there was a lot of job, and that's when we started to go around 1850. We started to go massively in the United States. Could you explain us where we were going around, which cities, and why did we go there? So I do like how you said we, because that is we. And I don't like. I've read Lord Durham's report. He was a jerk. Say in his language that it just it infuriates you to read it from a modern context. So after as things wound down with the Civil War,
I'm not a historian, so I followed, all the different historians in our world. And there's David Vermette, Patrick Lacroix that I've read present day, and I'm kind of in communication with them. So a lot of what I know is by the work of those two individuals, I want to say. Okay. So I know that, I live in New England. My family's been in New England, my Franco-American ancestors, since about 1900. And they came because, they needed quick access, the rich mill owners here in New England, to a labor force. And just to their north was a massive labor force that they viewed as somebody they could bring down and pay a decent enough wage where they could make some money and maybe they could make a life, or be kind of, like someone they could just beat on, which they kind of did. We came to Manchester, we came to Brunswick, Maine, we came to Woonsocket, Rhode Island. We were in Worcester. We were in what is Western Mass. There's some communities out there, but kind of in that belt between Maine, New Hampshire, and Massachusetts in the mills. But there also were folks that came to Vermont because it's so close to the border. So Vermont and upstate New York, there's a contingency of Franco-Americans too. But primarily we were in New England as far as the mills go, and we made up probably. I've seen estimates where 44% of the workforce of the mill workers that basically were the engine for the United States in the late 19th and 20th century. Obviously, there were other immigrant groups here. But one thing that's very interesting is you hear about the other immigrant groups. The French Canadian presence is not mentioned or taught in elementary or high school. I only became aware of it when I became an adult. I was not aware how big it was, but I think we're becoming a little bit louder with some of the things we're doing to acknowledge that presence. Ça, Éric demandait, dans le fond, où est-ce que les Canadiens français, pendant l'Exode, se sont rendus. Timothée explique que, dans le fond, après la guerre aux États-Unis, quand ils ont commencé la révolution industrielle, dans le fond, les riches, ils partaient des fabriques, des moulins à tisser, ils avaient besoin de gens, ils avaient besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Puis, dans le fond, les Canadiens français, ça faisait une main-d'œuvre qui avait un salaire assez pour subvenir à leurs besoins, ou comme il disait, juste pour faire piocher dessus, là, pour faire la chose. Puis, dans le fond, les Canadiens français, comme groupe ethnique, se retrouvaient à être à peu près 44% de la force de travail utilisée dans les moulins, dans l'industrie textile. Ils sont allés à des places comme Woonsocket, comme Manchester, au New Hampshire, un peu partout en Nouvelle-Angleterre. What are the cities that you mentioned? Sorry, Tim. No problem. I caught that. Manchester, Woonsocket, Brunswick, Maine. There's more too. I could go on. Yeah, a lot of places. Salem. Puis c'est ça, les Canadiens français, dans le fond, ils s'installaient à ces endroits-là, dans le fond, pour faire la pièce. Puis ils travaillaient là. Puis quelque chose que Tim mentionnait, c'est que maintenant, de nos jours, là, on va parler, il y a eu d'autres groupes ethniques, même si les Canadiens français faisaient comme 44% de la force utilisée par ces industries-là, les autres groupes ethniques, comme les Irlandais, vont être mentionnés, mais on ne mentionne pas les Canadiens français. C'est pas quelque chose qui est culturellement parlé aux États-Unis. Je lui dis, même moi, là, je pensais pas, là, quand j'étais jeune, là, j'ai su, en tant qu'adulte, qu'il y avait beaucoup de Canadiens français qui avaient immigré ici. On n'en parle pas. Puis, c'est une drôle de problématique, dans le fond. Peut-être rajouter que Tim mentionnait qu'il a lu le rapport de RAM, puis ça l'a fâché probablement tout autant que nous. Il mentionne aussi que Tim n'est pas un historien, c'est un passionné, hein, comme nous on l'est. Ces réflexions qu'il va nous parler aujourd'hui sont dues à la lecture de, rappelle-nous le nom des what's the name of the two historians you talked about? The two I follow closest are probably David Vermette and Patrick Lacroix. David Vermette et Patrick. David Vermette, and David Vermette's Franco-American, and Patrick Lacroix is Patrick Lacroix. Yeah. Okay. So Vermette is Franco-American? Yes. Okay. With the names, we wouldn't guess. Right? Yeah. Patrick Vermette, qui est un auteur historien franco-américain, comme je disais, avec le nom, on n'aurait pas deviné qu'il est franco-américain.
Et Patrick Lacroix, lui, qui est québécois. Alors, comme Tim il disait, c'est ce qui nous attire vers ces villes-là, c'est le travail, ou est-ce qu'à une certaine époque, on est presque la moitié là, du labor. Peut-être mentionner aussi qu'on n'avait pas des salaires extraordinaires non plus là, à cette époque-là. We didn't have good salaries that much. It was cheap labor that they needed at the time. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va arriver dans ces villes-là, Woonsocket, Manchester, etc. Puis on va commencer un peu comme les Québécois aujourd'hui en Floride, ben on va commencer à se rassembler dans des endroits qu'on va appeler le Petit Canada. Un peu comme la petite Italie à Montréal, mais avec c'est pas l'Italie, c'est le Canada parce qu'on n'est pas au Canada. Exactement. Tim, I was telling people that we went to those cities that you mentioned, and we would go like we do normally, like we do today in Florida. We gather up together. Was it the same thing at the time? In a place, all those cities had a place called Le Petit Canada. How was it in Le Petit Canada at the time? Right. Yeah. The majority of those cities did have Petit Canadas. So basically what it was, the culture that was in Quebec at the time moved from there to here. So your life revolved around your family, your faith, and work, pretty much. These were like these particular towns were smaller New England towns. We weren't in like Boston, like we didn't have a big presence there. So it was an area that you could kind of spread out in those like what we call tenement houses, or some people here will call triple deckers. It's basically like family, family, family. Like des triplex. Triplex, yeah, yep. So yeah, I mean, life was hard. They worked, all day, 12-hour days. They lived in French. They worked in French. Mass was in French. Everything was in French until probably, from what I can see, it starts to kind of change a little bit. Probably, around the World War II time period. And I know I say I'm not a historian, but like everywhere I read, World War II seems to be the delineation between like the decline of the little Canadas, we say, to like modern Franco-America, where I grew up in. I didn't grow up in an area where the culture was very present. Ça, donc, on demandait un peu, dans le fond, comment que ça se passait dans ces villes-là. Timothée confirme que la plupart des villes avaient des petits Canadas. Puis, ils s'installaient surtout dans des villes un peu plus petites. Là. C'est pas à Boston que les industries étaient. Donc, c'est pas à Boston qu'ils étaient. Puis là, étant donné que c'était des petits endroits et qu'il y avait beaucoup de francophones, ils vivaient en français. Ils allaient à la messe en français. Ils travaillaient en français. C'est la vie d'un franco-canadien en exode dans une usine comme ça. C'était, dans le fond, la famille, la religion et le travail. Ils travaillaient fort. Il travaillait des 12 heures, puis c'était difficile. Il restait, dans le fond, dans le terme qu'on utilise maintenant à Montréal, des triplex. Tu as un étage avec une famille, un autre étage avec une autre famille, un autre étage avec une autre famille. Fait qu'ils étaient proches. Tes voisins étaient des Canadiens français, tu étais des Canadiens français. Tu parlais avec tes amis en français, avec tes collègues de travail en français. Tout se passait en français. Ça a duré, là. Il dit, il n'y a pas vraiment un bris qui existe, là, mais probablement jusqu'à peu près la Deuxième Guerre mondiale, ces places-là parlaient en français, puis c'était des endroits francophones, là, des petits Canada francophones aux États-Unis. Puis après ça, il y a eu comme un peu un changement, là, une démarcation beaucoup à la Deuxième Guerre mondiale pour devenir les Franco-Américains qu'on a maintenant, comme la génération actuelle, comme Tim, maintenant il a grandi, plus en anglais. I've got a question though. You don't speak. You learned as an adult to speak French. Tu as appris à parler français comme adulte. Est-ce que ton père, ton grand-père parlait français? Did your parents or grandparents speak French? Right. So, je parle français un peu. Un peu. Pas mal bien, sérieusement. Mieux que certaines personnes à Montréal. Yeah. So this is kind of like, this is where I think World War II plays such a role. So, French was spoken in my family until the 1960s. My great-grandparents spoke, all the kids spoke, but they came and they had like 12 kids. We had 12 children, my grandfather's family. By the time my grandfather was born, they were trying to assimilate.
They were trying to assimilate, and my grandfather only knew a little French. All his family spoke French, but he was kept out of it. So it wasn't handed down to my father, and it wasn't handed down to me. And you know, he served in World War II. I'm talking my paternal grandfather, and when he went off to war, I mean, he was like American. Like they were trying to just be part of, blend in. So I didn't really learn too much about like our history with Quebec until he got older and he was telling me stories about his travels back home or to Canada. He called it Canada. He didn't say Quebec at the time. He would go back and, you know, to where they still had cousins. Yeah. We were in communication well into the 1960s and 70s, but that was all broken by the time I came around. And like, I was born in the 80s. Donc, c'est ça. L'arrière-grand-père, Tim, parlait français. Les enfants parlaient français. Puis, mais il essayait de s'assimiler, de faire partie, d'être américain, de faire partie de la gang là-bas. Puis, son grand-père, qui a été à la Deuxième Guerre, là, pendant l'effort de guerre, lui, il s'est enrôlé, puis c'était un Américain. Puis, ben, il voulait paraître comme un Américain. Fait que ça s'est pas trop poursuivi là, de parler français à ce moment-là. Tim, lui, a entendu parler beaucoup, tu sais, dans ce temps-là, il parlait de Canada, pas de Québec. Là, le terme Québec est plus arrivé là, après la Révolution tranquille, même pour eux. Là. Mais lui, il a commencé à comprendre que, dans le fond, sa famille venait du Canada quand il parlait avec son grand-père, puis qu'il racontait qu'il allait voir la famille là, au Canada. Sinon, c'est pas quelque chose qu'eux autres, ils parlaient vraiment. Lui, c'est un Américain, puis c'est comme ça qu'il était élevé. On parlait tantôt des familles dans des triplex. J'ai aussi lu, on disait une famille, mais des fois c'était deux familles. Des familles de 15 qui habitent dans le même deux familles de 15 qui habitent dans le même appartement. Les enfants, malgré le fait qu'il y a des écoles francophones, les enfants assez tôt vont commencer à aller travailler. Puis ça, ben, c'est dans un objectif je pense qu'on en parlait un petit peu tantôt. L'objectif n'est pas de s'installer en permanence là, dans le nord-est des États-Unis. L'objectif est de ramasser un magot d'argent puis revenir s'acheter une terre. C'est ça. Donc, c'est pas vraiment d'y habiter de façon permanente. So what I was explaining, Tim, is that we were saying that earlier that it was one family by apartment, but actually at some time there was two families. Or three. Two families of 15 in one apartment of 4 or 5 bedrooms, you know. Yep. So I was explaining. So the main objective it wasn't to settle in the United States. It was kind of a dream that we had to make some money and leave. Yeah, actually, yeah. Was that what your reading were about? Passer gourde, ramasser $200 et retourner à la maison. I think and what seems to happen is how we got here. Like it's interesting. The first waves, right, were very much French Canadian. They were here to make money and go back. But as you come here and have children here, like this becomes home to them, and going back became foreign over time. So as generations were born in the United States, they started to identify with being here. So it just becomes harder when you're living here, you know, until like it seems like the transient piece started to kind of break up in like the middle of the early 20th century, like the 1920s and 30s from what I've seen. But that does make sense. Like my family's from Massachusetts, but we moved to New Hampshire, and I wouldn't go back to Massachusetts to live now. Like I'm here, live free or die. So I wouldn't go back. No, I have roots there. All my cousins and American families there. So that it's just a natural thing that happens over time is what I find. It's nothing against Quebec or pro-US. Just those people born here started to identify with this as being home. Mm-hmm. Tim explique dans le fond que la première vague qui est arrivée, le but c'est de faire la pièce puis de retourner. Puis ben là tu vis là, puis tu continues à vivre. Tu es là plusieurs années, tu as des enfants là. Puis éventuellement retourner aux sources, ça devient une chose moins naturelle. Tu vas voir la famille, mais quand ça fait longtemps que tu habites à quelque part, ben dans le fond, c'est rendu là chez vous. Puis ça a changé pas mal. Il y a pas mal un tournant. Là, dans les années 20, le monde ne commençait plus à vouloir retourner chez eux. Ils retournaient voir de la famille.
Dans le fond, il expliquait aussi, dans le fond, ben, lui, sa famille, ils sont du Massachusetts, puis il a déménagé au New Hampshire, mais il ne retournerait pas au Massachusetts. De la façon que quelqu'un qui part de Montréal puis vivre à Québec, pendant un bout de temps, quand il est à Québec, il ne retournerait pas nécessairement à Montréal parce qu'il est rendu chez eux à Québec. Mais eux autres, ils n'ont rien contre le Canada ou le Québec, ou ils n'ont rien de plus pour les Américains ou les États-Unis, mais c'est juste chez eux. Puis c'est comme ça que ça s'est passé. Puis c'est un peu aussi pour ça, dans le fond, qu'ils ont commencé à s'intégrer et à parler le langage local. Your great-grandfather, you said that it was your great-grandfather who arrived in Massachusetts. When was, which year, around which year? Yeah, so so technically, my great-great-grandfather brought us down. My great-grandfather was the last born in Quebec in 1895, and they came right around 1900 is when my great-grandfather showed up here. OK, so that was late. Late. Tim expliquait que c'est son arrière-grand-père qui est né au Québec, puis il serait arrivé, fin 1800, puis il serait arrivé là, aux États-Unis là, au tournant du siècle, là, au début de 1900. C'est quand même assez tard. Parce qu'on commence à arriver là, vers 1850, mais c'est dans ces années-là, là, ça va être massif. Là. On parle d'exode, c'est pas pour rien. On parle d'environ entre 600 000 et 1 million de Canadiens français qui vont traverser la frontière pour aller vivre aux États-Unis à un moment donné de leur vie, ou soit pour y retourner, ou soit pour rester là, qui vont rester là finalement en permanence. C'est sur une population grosse comment, là? C'est pour vous donner une ampleur, à ce moment-là, il y a à peu près 2,5 millions de Canadiens français. Fait qu'on parle d'au moins le tiers des Canadiens français qui vont s'en aller traverser la frontière. Tim was explaining that at one point we were around between 600,000 to 1 million to cross the border for out of 2.5 million, which is at least a third of French Canadian who went to settle in the United States at one point of their life. What was the border like? Because today, for the youngster going to United States, we need a passport. We need to go to the custom and everything. At the time, how was it? So, from my understanding, from the time until about 1930, it was open. So they didn't this is why we don't fit the Canadians. Franco-Americans don't fit in the Canadian story. We don't fit in the American story because we didn't come from Ellis Island. We didn't fly in. We literally either walked or took a train across an open border. And we were welcomed because we were invited to come. So at the time, what I can see from family records is we just took a train down. I think we came from, we were northeast of Quebec City, but came down through Vermont and then through New Hampshire, just like you would on Route 89 today, to the North Shore of Massachusetts. So I don't see any struggles. And just reading from historical records, talking to those historians I talked to, there wasn't like a struggle like you see today. For us, maybe Ellis Island, maybe, but not. Sorry. Éric demandait, dans le fond, comment ça se passait aux douanes? C'était quoi? Parce que maintenant, on arrive aux douanes puis le douanier nous demande plein de questions, là. Mais cet midi, dans le fond, c'était ouvert, un peu comme le chemin Roxham. Le monde, il venait à pied, en cheval, en train, puis il arrivait, puis il passait par le Vermont, puis il était bienvenu, il se faisait pas poser de questions, c'était normal, là, c'était pas une zone qui était contrôlée. On arrivait, puis on s'installait, puis that's it, puis c'était comme ça. Puis ça l'a changé. It changed a lot in time. Yes. Until, you said, Tim disait que ça a changé beaucoup des années 30, qui ont commencé à avoir plus un système de douane. But seriously, until the 9/11, we didn't even need a passport to go to the US. I think it was the same thing on their way. That's right. Jusqu'au 11 septembre, là, on pouvait aller aux États-Unis sans passeport. Là. C'était normal dans deux sens, on traversait la frontière. Mm-hmm. Yeah, I just used an ID up until 2006 or 7. We went up to visit, and my first Expos game I went to, I just had a license. I didn't need a passport. It's a pain, the passport. C'est ça. Tim disait, il venait voir les expos, puis il arrivait avec son permis de conduire, puis c'était tout. Maintenant, ça prend un passeport, puis
c'est pas mal plus compliqué. Ouais. One thing, moi, il y a une chose que je suis curieux. Bon, on a parlé, Yann et moi, des déviations des noms, des patronymes, etc., des prénoms. Puis bon, dans nos arbres généalogiques, des fois, où est-ce qu'on peut avoir de la misère, c'est justement quand on a des ancêtres qui ont passé, qui ont fait un passage aux États-Unis. Des fois, leur nom va s'angliciser. On va être massacré. Ouais, c'est ça. So what I was saying, Tim, is at one point our family names they changed a little bit. Like for example, I have an ancestor who was in the Civil War. His name was François Xavier de la Prairie. But in the records, it was Alexander because François Xavier, the English, I had a hard time to say that. How come your name is not Good Sight? How come it's not easy, good thing to pronounce, or No, but your name is Beaulieu, which means good. Fact, I was talking to Eric before the interview, and I was like, what I want to know is how he pronounces his name. How did I do? Beaulieu, is that close? Close? It's perfect. That's my grandfather. They insisted on keeping it saying we came late, so it's scary. So I mean late. Like now, but I'm like 1900. I mean, even though we have more history in Quebec than here, we're very proud of it. And my kids say it the right way. We encounter people that say my name, beautiful. We say beautiful place. Differently, Beaulieu is a lot of ones I hear. Beaulieu, Yulee. I'm like, no, I've took my kids. So the family history that we pass down, that's probably not real, but we say it's defining like the Plains of Abraham down to the St. Lawrence is what the family lore says. Start saying Beaulieu, it's because it's a beautiful place to come and settle. So I took my kids there in 2019 and told them that story so they could look down and see this is where your name comes from. Okay. So we don't say Beaulieu because that's not real. It's not a thing. I don't know where. But some people do, and we it scorches our ears every time we hear some of those weird deformations. Yeah, good. Sorry. Yeah, c'est Tim, il dit, ben non, moi je le prononce Beaulieu, puis c'est ça, je le montre comme il faut à mes enfants, ça vient de mon grand-père, puis c'est important, parce que les autres façons sont pas correctes. Mais c'est ça, il y a des gens qui vont le prononcer Beaulieu, ou autre variation anglicisée du nom. Puis c'est ça, moi en tant que Canadien français, quand on voit des noms qui sont comme chez La Bouffe, c'est clairement un Leboeuf que son nom a été déformé, je suis toujours comme qu'est-ce que c'est ça? Puis moi, je suis quand même content. Je trouve ça vraiment valorisant que vous ayez gardé une bonne prononciation parce que c'est quand même c'est la partie du nom, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait ça. Do you recognize some other French Canadian by their last name? Yes, there are a lot of folks that say their name correctly. A very common name in New England is Gagnon, but they all say Gagnon. So I will always try to say it the right way. I'll try to correct them. O and I, that combination, that wa sound isn't very common in English. So if I see names with that in there, I'll try to pronounce it correctly. They don't realize, some of them don't realize they are French Canadian. They don't even know. They don't know why they're saying it this way. But if they, I'm lucky because my grandfather did pass that down and was very, strong about saying it the right way. And that's one of the reasons why I got into this, because that's something why are we holding on? Why are we different? Why don't we say Beaulieu? Why do we say Beaulieu? And I'm like, there's the history. And that kind of was my catalyst. It's the only thing I had to hold on to in our family. So I do correct them all the time. Yes. Timothy dit il y a beaucoup de gens qui reconnaissent les noms, puis souvent ils ne vont pas le prononcer comme il faut. Un nom très commun dans sa région, c'est Gagnon. Sauf qu'ils ne disent pas Gagnon, ils disent Gagnon. Puis lui, souvent, il va les corriger. Il y a des phonétiques qu'ils n'utilisent pas beaucoup en anglais, comme le OI. Quand il voit des noms comme ça, il prononcent comme il faut. Puis il dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne le dis pas en anglais? Il dit, ça fait partie de l'histoire de ma famille, c'est important. Puis ça, c'est la même façon que nous autres, on a encore nos noms avec notre prononciation. Là.
Ton grand-père, ton arrière-grand-père est arrivé quand même début 1900. C'était quoi, lui, en particulier? Où est-ce qu'il s'est installé? Parce que tu me disais, hors entrevue, que tu te sentais un petit peu comme un outsider. Tes ancêtres ne sont pas installés là, dans un petit Canada. Well, what I was asking is that your great grandfather came to the United States at like 1900 or so. He didn't install in the petit Canada. He was kind of an outsider. What you were telling me. Yeah, they came to Salem, Massachusetts. Salem. Salem. That's where they had the witch trial. That's right. It's actually a big French Canadian city. You wouldn't know it. There was a big shoe mill there. So my family was in the mills, you had the cotton mills. There was a big shoe mill in that area. And I'm, the cemeteries in Salem are dotted with French Canadian mill workers. Like, and you're like being in Quebec in some areas. There's not a lot of witches there. It actually was in Peabody, Mass. Weird. My wife's from that area. She's like, it was actually not in Salem. But anyway, yeah, so there was a smaller Petit Canada, but it wasn't as big, and okay, it was much easier for them to become assimilated. But there was also that millwork was a lot of trauma in the family. They were very poor when they lived here. Things didn't start to turn in my family until my grandfather. It was a very hard life. The millwork, and I could see that trauma in him growing up. Like he had a rough childhood. And like my dad was the first to go to college in our family, and now we've totally turned from that. So I don't see us as victims at all. My ancestors were, but we're lucky that they did what they did. If we didn't come here, I wouldn't have been born. So I don't say I want to go back to Quebec because people had to meet here. But yeah, it was a hard life for sure. La famille de Tim, dans le fond, son grand-père, sa famille s'est installée à Salem, New Hampshire, la place des sorcières. Massachusetts. Salem, Massachusetts. Puis, ça, c'est la ville, dans le fond, la ville des sorcières de Salem. Il n'y a pas vraiment de sorcières, mais c'est une ville très francophone. On ne le saurait pas nécessairement, mais il dit, si tu regardes dans les cimetières, il y a beaucoup de travailleurs franco-canadiens dans le cimetière. C'est vraiment un endroit. Mais il y avait pas, c'était pas un aussi gros petit Canada que tu aurais dans d'autres places comme, mettons, Woonsocket. Puis, là, il disait, tu peux voir, ça a été du travail assez difficile, là, le fardeau du travail d'usine qui était dur, qui était pénible. C'était pas une vie facile. Puis là, il disait, je voudrais pas nécessairement, on se victimise pas. Eux autres, c'est un peu des victimes dedans, ceux de cette génération-là, mais nous autres, s'ils ne seraient pas venus, on ne serait pas là. Donc, c'est important, ça fait partie de notre histoire d'être présent. Puis c'est correct qu'avec ça, on n'est pas des victimes dans ça. You were saying, tu disais que vers à peu près la Deuxième Guerre mondiale, on commence à parler moins français. J'imagine aussi que c'est aussi à partir de là qu'on va commencer à moins traverser les frontières là, pour aller chercher du travail. Comme l'exode commence à décliner, il y en a qui reviennent en permanence, il y en a d'autres qui restent là en permanence. Est-ce que ton grand-père avait de la famille encore au Québec? So what I was asking is that at one point, like around the Second World War, the French started to decline in the United States, in that part of the United States. But my guess is that, well, actually, it is the fact that we also we're not going that much in the United States at that point. There's the exode is over. I mean, either we settle in Quebec, either we settle in United States. But did your grandfather had some family still in Quebec at that time that he would meet for some reasons? Yes, they did. They did, and it's interesting through genealogy. So because I'm a weirdo, I guess, I've reached out. I know people in the village they came from, in Saint Clement, and that's where the Beauliers were in Ilvert, sorry, and
they came down to St. Clement. They were there for, you know, at least 10 or 15 years. And like the church that they used to go to still stands. The records are still there. I know they're up there. And I've talked to cousins who are still there, which is wild. You know, they came down a couple of years ago and we went out to get poutine in Manchester. So no, they did go back. But like to your point, you know, once immigration, 1930, like the U.S. was slowing down on immigrants coming into the country. Okay. It wasn't that going back and forth. But, you know, I've read that, you know, after a few generations, you know, when you're in a, you know, a sea of English, it's like, do you want, you know, the next generation is like, why am I doing this? Like they don't have the passion the first two. And by the third, it's usually, so while, you know, we're seeing that, you know, large immigration from Latin America here now, there's nowhere to say that there'll be a huge, the U.S. will speak Spanish in like 100 years. I don't think that's true. I think those kids will assimilate because that's the way our culture functions in here. They like having the unilingual for business purposes. That's what the founding fathers of the U.S. wanted. And it's stuck. So this languages will always be here, but I don't see them as overtaking English. I don't think that will happen as long as the U.S. exists. C'est ça, dans le fond, Tim, il dit, une fois que l'immigration a commencé à contrôler les frontières là, des années 30, ça a vraiment ralenti. Puis là, les gens, une génération, deux générations, trois générations, à un moment donné, t'es dans un océan d'anglophones. Pourquoi est-ce que je parlerais français? Fait qu'ils sont plus en train de s'assimiler. C'est un peu normal. Il dit, lui continue d'essayer. Il dit, je suis un weirdo. Moi, j'essaie de voir un peu qu'est-ce qui se passe avec les autres. Puis dans le fond, il est allé dans le village où sa famille vient, là, de l'île verte. L'église est encore là. Puis il a parlé à des cousins. Ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés à Manchester manger une poutine. Puis c'est ça, lui est intéressé par ça. L'histoire est là, l'église est là, les registres sont là, sa famille vient de là, puis c'est intéressant. Un peu comme nous autres, quand on fait de la généalogie, dans le fond, puis qu'on essaie de remonter le plus loin qu'on peut. Là. Eux autres font la même chose, sauf que les autres, éventuellement, ça change, ça vient au Canada. On parlait du déclin du français. Bon, il y a là, je pense que c'est pas pareil partout. Toutefois, il faut savoir qu'il y a un État, le Maine, dans les années 20, où est-ce qu'il va y avoir un mouvement qui s'appelle le Ku Klux Klan. Même à un point tel, là, il y a un sénateur, le gouverneur, je pense, du Maine est un membre du Ku Klux Klan, du sénateur ou un congressman, je me souviens plus, là. Puis eux autres, bon, c'est dans les années 20, là, la deuxième vague là, du Ku Klux Klan. Puis bon, il explique aux Canadiens français au Maine que s'ils veulent pas qu'il se passe la même chose que les Noirs dans le sud des États-Unis, ben il serait peut-être bon qu'ils commencent à parler anglais et deviennent protestants. Donc ça a dû sûrement aider là, dans le Maine. I was explaining, Tim, that at one point in the 20s, Ku Klux Klan was very strong in Maine. And they're the one who explained to French Canadian that it would be time to start speaking English. And, you know, ben, un petit peu comme qu'on s'est fait dire, nous autres, speak white. Ben, je pense you got the version of speak white at one point in the 20s about the Ku Klux Klan. Could you talk about this situation? Yeah, it's kind of an unknown. Again, like it's not taught. It's only, you know, in the last few years, people are being most aware of it. And I know that David Vermette does a lot of talks where include the Ku Klux Klan in Maine. Yeah, I mean, you know, the stock of New England was Yankee Protestants. And when you have Catholics coming down that are in huge numbers that are filling the streets, you have little Canadas everywhere. Maybe there are people who weren't working. It's easy to blame the people who are the French people coming down and taking your jobs, taking your church. So yeah, there were laws in Maine that you couldn't use French in school in the 1920s. And that was probably driven by people who were hidden Klan members potentially. But there was rallies. So if you had any question if the Klan was influencing any of these laws, I mean, they were burning crosses like they do in the South. They were marching through. There's photo evidence of it occurring. And like, you know, it's for me personally, it's being mindful of, you know, how quickly
the majority can blame a minority coming in. So, being very mindful of our new immigrants that are Francophones, specifically in our area, where, America, that's not how America is supposed to be. Like, it's not like blame the other. We're supposed to work together here. It's supposed to be the land of the, give me your masses or whatever. Like, we need new immigrants to our culture. So they were afraid of losing what they had. They were afraid of French taking over. I know if you ever talk to Dave Vermette, he'll tell you about the plots where they really thought there was a French-Canadian plot to take over the United States. So there was a lot of, you hear this now, right? You turn the news, here, they're taking over, it's like, well, I think they just want to come here and have an easy desk job and like feed their family. I think that's really what they're looking for. They're not looking to take over the country. So, the Klan was active in Maine, and I don't know where else in New England, but I know that in Vermette's book, A Distinct Alien Race, he does cover that pretty extensively if folks are looking for that. Donc, c'est ça, Tim explique que dans les années 20, là, le Ku Klux Klan, là, il y a des preuves photographiques qui étaient actifs. Il faisait brûler des croix, il faisait des manifestations, là, comme on voyait dans le Sud, là, contre la population afro-américaine. C'était quelque chose qui existait. Il y a eu des lois qui ont été votées, sûrement par des gens qui étaient membres, pas nécessairement montrés là, du Ku Klux Klan, mais tu n'avais pas le droit d'enseigner le français à l'école. Ça a beaucoup. Sûrement que les anglophones là-bas, les protestants anglais, ils avaient peur. Ils voyaient beaucoup de Français qui venaient, qui avaient une population francophone catholique, qui avait une présence. Puis les autres, ils disaient, ils vont envahir les États-Unis, il faut qu'on arrête ça. Puis ils ont essayé de leur façon de faire ça, qui n'était pas nécessairement une façon sympathique. Il dit, ça éveille un peu. Les États-Unis, c'est pas censé être ça. On a des immigrants qui viennent, là. Tantôt, il mentionnait, il dit, il y a beaucoup d'immigrants hispanophones aux États-Unis. Dans 100 ans, les États-Unis ne seront pas espagnols. Ce monde-là, ils vont éventuellement parler anglais. C'est ça la culture. On ne devrait pas avoir peur des immigrants. Mais à ce moment-là, les gens avaient peur. Ils se faisaient envahir par des Français, puis ils n'aimaient pas ça. Des Français catholiques en plus. Puis, moi, j'ai une question. T'es catholique ou t'es protestant, toi? Ou tu t'en fous? Was it because they're Catholic? Is that what you're saying? No, I'm asking you. Were you raised Catholic, a Protestant, or you don't mind? Sure. Or most Canadians, or most Quebecois, you're technically Catholic, but you don't care? I am technically Catholic, but don't care. So I went through all the sacraments, but I'm secular. Yeah, nothing against people who still practice the faith or involved in it, but I'm secular. My kids have been raised secular. I am very well versed in the issues of the Catholic Church here, which, it's not good in Boston Archdiocese. And I'm very familiar with the why the Quiet Revolution had to happen in Quebec. I mean, you give the church the keys to the castle. We saw kind of. So yeah, no, I'm secular, but I was raised Catholic. Donc, il explique, Tim, que dans le fond, il a été élevé, comme beaucoup de gens au Québec, il a été élevé catholique, mais c'est plus par tradition que par croyance. Là. Puis là, il amène un point, par contre, c'est qu'il dit, je comprends les problèmes de l'Église catholique dans Boston, ces endroits-là. Puis là, il parle de la Révolution tranquille. Puis je pense, Eric, que c'est un des points que tu vas apporter bientôt, là, la Révolution tranquille. Oui. Avant qu'on parle de la Révolution tranquille, on a abordé un petit peu le sujet tantôt. Si tu avais ton grand-père avec des cousins ou de la famille toujours au Québec, l'exode va ralentir, mais on va quand même continuer à traverser la frontière là, dans les années 40, 60 pour aller voir des cousins. Tim, I was saying that at one point the exile will stop mid of the century, but we would still go to United States to meet our cousins. Everybody here has a grandparent that would say, ouais, quand j'étais jeune, j'allais voir mon cousin au New Hampshire, ou j'allais voir ma cousine au Maine, etc. Is that something that in your family that you
you've seen. I mean, is your grandfather to say, "Oh, well, I remember my brother or my cousin would come and meet us and visit us at one point"? Yes, they did. I have heard some stories about that. Again, obviously, really secondhand, but mostly us going there. So my grandfather going to Saint Clement to visit family, and he would talk about, like, it was, he loved split pea soup. Split pea soup was his favorite. La soupe aux pois. Loves it. Yeah. So he'd even eat it frozen. So I don't know if that's something they did up there. Yeah. So that was going on well into right around when my dad came around, like the 50s, and by the 60s it was kind of done, unfortunately, which I'm sad about. Yeah. Jusqu'à environ des années 60, là, sa famille, c'est plus sa famille qui allait à Saint-Clément, là, d'où ce qui venait, que le contraire. Mais il dit son grand-père aimait beaucoup le soupe au pois, il mangeait gelé. I don't know what frozen split pea soup would taste like. I know. Maintenant, la Révolution tranquille, justement, pour nous, on la connaît de notre angle, de notre vision. Ça a quand même eu un autre impact complètement différent là, chez les Canadiens français installés aux États-Unis. Tim was saying that the Quiet Revolution had a certain impact on us, but it also had a different impact on you guys. Can you explain what are the consequences of the Quiet Revolution? Yeah, so I mean, obviously, it's something that had to happen in Quebec. Like I said, laying the church when everything was probably not a good idea. Things need to be standardized and modernized, and Quebec needed to be able to reap some of the rewards of the assets that Quebec had, and not have it go to all these other basically giving sweetheart deals and keeping French Canadians either poor, not giving them access to the jobs that English Canadians had. It needed to happen. Obviously, that changed what Quebec was. So it went from being French Canadian to Quebecois as that came through. But yeah, I mean, our history together kind of ends there. Is kind of how I view it. So we're together. We built province, country, whatever you want to call it. We built it together. We were together through the wars. We were together through the mill periods, and then it kind of World War II slows down and slows down more. We turn to two different things, where you have the Quebecois and Franco-Canadians are outside the province, and then us. But I think that as time has changed, modern Franco-Americans I view the Quiet Revolution a bit differently than maybe some might. I don't take the American perspective on it. I'm still viewed as an outsider, but I hear both sides, and I hear we go further down towards, some of the votes and things. I hear the way some of the English Canadians talk to René Lévesque, and I don't like it. I'm like, why are you talking to him like that? Like, he's right. Like, you treated them like crap forever. What do you expect? They're like, what if we don't accept the vote? And he's right. He's like, are you going to go to war? And he's like, they're asking ridiculous questions and thinking that they're like the right. But, I'm rambling on this. I'm sorry. I get it. That's where, the English Canadians are the descendants of the people who, hey, I like them. I like John Candy, CFL, all that great stuff. They're the descendants of the people who are against the United States becoming a thing. They are. Mm-hmm. So we don't think the same as I'm American, so I don't think like them that way. And then I think that the folks that were that felt Quebec was a distinct society that should be separate should at least be listened to and not belittled. And I think that some of that treatment during that time period is what has led to, there's some real trauma in Quebec around language. Like, I see it every day. I'm sure you see it on TV every day. And I think that we see it anywhere every day. Every day. And I think that trauma goes back to that time period. I don't know how much of it is real, if the language could disappear or not, but I know that there's a history there that's going to take some time to get over with that treatment in that 20th century time period. And I know young people see it differently than folks of a certain age, but the changes were necessary, but it is where we kind of go like this. We go our separate ways a little bit.
C'est ça, Tim explique que, dans le fond, il comprend pourquoi on en est venu à avoir la Révolution tranquille. C'est quand tu donnes le contrôle, dans le fond, à la religion, puis, puis pourquoi qu'on se dirige aussi vers... la religion avait beaucoup, puis il fallait séparer ça, puis c'était normal, puis ça veut dire que le peuple, il y a quelque chose, parce que le peuple avait récemment grand-chose. On avait les deals la mine les mines de fer avec la tonne à une pièce, là, une scène. C'était important, il fallait que le Québec passe à ça, mais en même temps, c'est à ce moment-là qu'on a passé de Canadiens à Québécois, parce que l'identité nationale a changé, où on s'est un peu séparé du reste des francophones en Amérique du Nord. Puis c'est donc à ce moment-là qu'on s'est séparé de ce qui est maintenant les Franco-Américains. Puis ça, c'est un peu de valeur. Puis il dit, tu sais, j'aime bien les Canadiens, là, mais les Canadiens posent des drôles les Canadiens, maintenant, ce qu'on appelle les Canadiens, c'est les Canadiens anglais, ils posent des drôles de questions, ils comprennent pas. Ils vont dire des affaires vraiment contre René Lévesque. Ils disent, ouais, mais ça n'a pas d'allure. Ils posent des questions stupides. Je dis, ben, je les aime, moi, les Canadiens, la Ligue de football canadienne, John Kennedy, mais les Canadiens présentement, c'est les descendants des loyalistes qui ne voulaient rien savoir de la Révolution américaine et du pays qu'on est. Moi, je suis américain. En fond, j'ai pas le même point de vue que les Canadiens là-dessus. Puis, c'est ça, c'était important que ça se fasse, mais malheureusement, ça avait été un peu une scission entre les Québécois puis les autres francophones en Amérique, donc les Canadiens français, puis les Franco-Américains qui avant étaient unis. Puis ça s'est séparé à être quelque chose de beaucoup plus séparé maintenant. J'ai parlé, on a déjà parlé dans une autre émission de Napoléon Lajoie, là, un Canadien français, joueur de baseball de Woonsocket. Bon, avant Babe Ruth, il y a eu Ty Cobb. Avant Ty Cobb, il y a eu Napoléon Lajoie. Plusieurs décennies plus tard, là, puis il y en a eu d'autres, là, des Canadiens français là, qui ont marqué là, l'imaginaire, là, puis qui ont su se démarquer. Entre autres, Jack Kerouac dans les années 50 environ, là, qui va carrément amener un mouvement littéraire là, aux États-Unis, puis bon, qui raconte là, c'était quoi être un Canadien français là, dans les petits Canada, puis dans ces villes-là à l'époque. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette culture canadienne française? So what I was saying is we were talking about Napoléon Lajoie, Jack Kerouac, who made an impact in the culture or the sports history. Today, what is left from the French-Canadian heritage in United States? Yeah, so this is a tough one. So there are things left. There is a growing movement, mostly on social media, to kind of bring some things back. Now it's going to be a little different. You can honor our history. We have Jack Kerouac, all the different, what was his, that's right. I always say LaJoy. LaJoy, yes. I'm a baseball player too. So I played for all Franco-Americans. We can play ball. My Franco-American daughter can switch hits both ways, baseball. Anyway, so what's left? So, it's tough. The language is, I mean, we're not like, I hate to make it sound like we're victims, because we're not. Like we're doing good. We're good, but we want to keep our culture alive. We want to keep the language here. So there's a movement now, mostly on social media, and some of the organizations to kind of turn the tide, like have events that celebrate us, do the Poutine Fest, but like have the messaging be very clear. Like this needs to be everywhere. It can't be Canadian flags. Like, we're not Canadian. We had nothing to do with Canada. That flag came out when we were long gone. So don't do that. So I'm very much a fan of, and I'll show my book now. In the book, in this book, I talk about our branding, like how, if we do events, the fleur de lis should be everywhere, should be all over it. So they know that they see the fleur de lis, they think Quebec, they think Franco-Americans. So Poutine Fest here will always have a French component. Our tickets are sold in French and English. There's a fleur de lis on all the materials. So we're trying to restart. And I don't know what that's going to look like as we lose our, the boomer generation retires, some of them, pass away.
that language is disappearing, and now we're completely an Anglophone thing, where we're trying to regrow the language. So it's working backwards a little bit, but as long as those French names exist, and there's a couple of kids out there that want to learn French, or say Beaulieu or Gagnon or Trepanier, or if it's there, Desjardins, those names exist here. As long as there's somebody who cares, it can keep going. So it's never going to die as long as somebody keeps fighting that game. So it's like, I call it the, I forget the right term I use for it, but we can keep playing as long as we want. It only dies when someone stops caring. So as long as we keep, feed that next generation, it'll be there. But it is much smaller. So if you came here, it would be much different. You would just see basically us as Americans until we throw on a shirt or say our name. Donc, c'est ça, Tim, il dit, ça a été un peu effacé, là, mais de plus en plus, il y a un mouvement, là, principalement sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on essaie de regagner un peu l'identité là, franco-américaine, un peu comme le site qu'il y a, le rêve de Gagnon. Mais les gens, ils essayent de recommencer à honorer l'héritage là, franco-américain, l'héritage français. Puis là, il dit, c'est important, là, il parlait de son livre, je pense qu'on va revenir un peu sur son livre tantôt, là, mais le français autour de nous, où est-ce qu'il montre, dans le fond, que les franco-américains doivent avoir un branding, puis il dit, ben nous autres, c'est le fleur de lys. Le branding, c'est pas canadien, on est plus québécois, parce que quand le drapeau canadien est arrivé, nous autres, ça fait longtemps qu'on était partis. Donc, l'identité qu'on a, puis c'est important, il faut qu'on le montre, il faut qu'on le démontre, c'est l'identité francophone, l'identité canadienne-française, c'est-à-dire franco-américaine. C'est de là qu'on vient, puis c'est ça qui est important de démontrer. Puis il faut avoir le fleur de lys. Donc, le Poutine Fest, les billets, c'est vendu français, anglais, tout le matériel promotionnel, il y a des fleurs de lys. C'est important de montrer le fleur de lys. On s'identifie aux fleurs de lys comme franco-américains. Puis c'est important de le montrer. Il dit, ben tu sais, c'est pas autant nombreux que ce qu'on aurait ailleurs, là, comme francophone, parce qu'on n'est pas autant nombreux. Ben, ils sont pas autant nombreux. Mais c'est important, tant qu'on est là puis qu'on le fait, tant qu'on prononce Beaulieu comme il faut, puis qu'on prononce Desjardins, puis Trépanier, qui sont des noms qui sont présents là-bas, tant qu'on le dit comme il faut, puis qu'on est capable de démontrer qu'on a une appartenance là, à cette histoire-là qui a été un peu effacée pendant des générations, ben ça veut dire que c'est encore là. Il dit, on ne faut pas qu'on s'identifie comme des victimes, parce qu'on n'est pas des victimes, on est bien, on est correct, on parle anglais, mais on a une origine française, puis c'est important de la démontrer. Yeah, and I applaud that because it's great. We like to see that us when as amateur genealogists, I go on sites, and for us, it's finding records in the U.S. that is hard. So we go on American groups like that, and to see those people that are making efforts. Some of them try to learn French recipes and try to learn all kind of stuff, and they try to learn a good pronunciation. For us, it's always great, and we help them in there because we find it great. C'est ça, comme je disais à Tim, c'est moi en tant que généaliste amateur, j'ai des ancêtres qui ont été aux États-Unis, puis là, c'est compliqué de trouver les registres là, aux États-Unis. C'est pas la même chose que premièrement, c'est tout pas le même pays, mais c'est le fun parce qu'on va sur des groupes là, French Canadian Ancestry. Des trucs dans le genre. Puis là, c'est des Américains, dans le fond, qui, eux autres, ils essaient de regagner un peu de cette culture-là. Puis moi, je trouve ça génial parce qu'on voit des gens qui essaient d'apprendre des recettes là, de tourtières, puis de trucs qui sont normaux pour nous autres. Mais eux autres sont quand même, mes mères, elles faisaient ça, puis j'aimerais ça pouvoir en faire. Comment est-ce qu'on fait ça? Puis des cretons, des affaires de même. Puis moi, je trouve ça génial. Puis ils essaient de comprendre comment que ça se passait. Puis c'est souvent des gens qui n'ont jamais parlé français de leur vie, puis ils essaient de comprendre comment le prononcer en français quand même. Moi, je trouve ça franchement génial. Là. Sérieux, bravo de continuer. Puis, nous autres, quand on voit la quantité de gens qui essaient de faire ça au sud de la frontière, c'est encourageant parce que des fois, la nouvelle génération, ils n'ont pas toujours le sentiment que c'est important de se battre pour la langue. J'ai un petit peu cette même admiration que toi, Yann, quand que j'ai rencontré. En fait, moi, tu disais, hein, on se connaissait pas vraiment. Je parle en tant que groupe là, de Canadiens français puis franco-américains. Moi, je savais qu'il y en avait eu, mais à quel point est-ce que ces gens-là existaient encore? Puis moi, j'étais vraiment étonné d'apprendre quand que je suis allé sur
le site du Rave de Gagnon, de constater qu'il y a autant de Franco-Américains. Il y a des Puis là, sociétés Saint-Jean-Baptiste encore aux États-Unis. ouais, puis quand que je On n'aurait pas dis ça à deviné. des gens, que je dis, écoute, il existe encore, ces gens-là sont encore là, puis je leur explique que ces gens-là, ils parlent pas un mot français, mais ils appellent leur grand-père Pépère, puis ils écoutent, ils mangent de la tourtière à Noël, puis ils écoutent les Cowboys fringants dans le temps des fêtes comme musique traditionnelle, puis bon, quand j'ai dit ça à Tim, il disait, well, I think you got it right, you know, I was explaining that. When we met the first time on Teams, I told you that what I was seeing from you guys is that you don't speak French anymore, but you know your roots. You still call your grandfather Pépère. You still eat tourtière during Christmas time, and you listen to Cowboy Fringant as a folk music, you know, and so. But my question I wanted to ask you before we conclude is, well, I think we're part of the solution, hopefully, but what can we do to help you guys from here, from our side? Oh, I know. That's the hardest part, right? So you can do is like obviously support when you see we're doing events. Keep helping with the language. Come here and visit. You know, check out some of the Franco-American stuff. Pass the information on that we exist, that we're not just Americans, because I know we're not spoken about too much in Quebec in schools, just from friends. Like that needs to be taught. If that could be taught, then on both sides, then we know we exist. Let me tell you, if Dublin, Ireland was next to Boston, they would be going back and forth all the time. The Irish ancestry in this area is huge. If you put Ireland next to Boston, they would lose their minds. We have that here. But for some reason, we've totally been lost and cut off. And just making awareness of us, coming to visit, like, hey, come to Poutine Fest, come to an event that the Franco-American Center of Manchester does, go to the Woonsocket Museum, the Museum of Work and Culture. They have a recreation of what life was like in Quebec and what life was like here when we first came. You can walk through a house that shows you what it was like in Woonsocket. It's those kind of things, and just being open to like, yes, we are Anglophone. We don't even use the term Anglophone here. We just speak English, but that doesn't mean that we're cut off. Like we go to Montreal, we go to Quebec City, we'll go to Trois-Rivières and like want to know the culture, not just there as Americans being obnoxious, which I've seen Americans be obnoxious. I'm like, guys, stop it. You don't have to be so loud. So yeah, let's work together, you know. Ok, Rick, il disait, il aimerait ça qu'on fasse partie de la solution. Dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler, dans le fond, les efforts qui sont faits là, par les Franco-Américains? Puis Tim répond, mais tu sais, déjà d'en parler, parce qu'il faut que le monde le sache, parce que c'est pas quelque chose, surtout au Québec, là, qui est popularisé, qu'il y a encore des descendants francophones aux États-Unis, ce qui fait du sens, dans le fond, ça existe, on était là, il y en a qui sont là, mais d'en parler, which is what we're doing now. And, great. Puis c'est ça, il dit participer, dans le fond, aux événements francophones, aux événements franco-américains qu'il y a aux États-Unis, les Poutine Fest, aller dans les musées. Là, à Woonsocket, il y a un musée qui parle, dans le fond, comment c'était vivre au Québec, comment c'était vivre en Nouvelle-Angleterre en tant que franco-canadien. Aller avec ça, parce que, tu sais, dit la généalogie irlandaise à Boston, elle est très forte. Si Dublin serait à distance faisable en automobile de Boston, il y aurait des échanges qui se feraient tout le temps. Mais pour une quelconque raison, ça se fait pas avec les Franco-Américains, ça s'est comme perdu. Puis il faut reconstruire ça. Puis travailler ensemble, c'est la meilleure façon. And I think that's part of what we're doing now. So hopefully people will be aware that you guys are there, and there's going to be more exchange because we're neighbors and we're cousins. So let's make it happen. Yeah. That's right. Like you said, this podcast proves that it's possible. I was told it's not possible, but it is. And like, we're so close together. It just makes sense for, New England and Quebec should be like best buds because there's so many of us here, and we are, but it's not just friends. Somewhat. We're family. Yeah, like, but you have the Boston Bruins. Yeah, I know. Yeah. The hockey rivalry. Hey, Patrice Bergeron is, I have a very, with the Canadians, I try, like,
I don't dislike. I'm a Bruins fan, but I always make sure to say that. Well, I grew up here, you know. So I grew up 6 T stop. I was born 6 T stops from TD Garden. But you know what's great with the Bruins? Every time you go in finals, we'll eliminate you, so it's great. I'm trying to show that, you know, the Canadiens are not just a hockey team. It's like kind of like part of they became big when most of us left, but that's all our family on that team until the NHL changed the rules. Yeah. We all probably have cousins or ancestors. We are tied to that team, and just, you know, mutual respect. It's not the New York Yankees. Like, we don't like the Yankees here either, but it's people who aren't French Canadian can view it however they want, but we should not view it the same way as other Bruins fans do. So I sit on my hands like when they play each other, and I don't get too much. On blaguait un peu parce que dans la Nouvelle-Angleterre, ils ont l'équipe de hockey, les Bruins de Boston, qui est une des rivalités là, avec le Canadien de Montréal. Là. Le Canadien, les fans du Canadien n'aiment pas Toronto puis n'aiment pas Boston. Et puis un peu Toronto. Mais c'est ça, là, il dit, ben moi, j'ai grandi proche de Boston, c'est mon équipe, là, mais quand il est un peu déchiré, là, quand il y a une game Canadien-Boston, là, parce que dans le fond, l'équipe s'est pas mal développée, pas mal tout de suite après la révolution industrielle, puis que leurs ancêtres sont allés là, mais ça a été beaucoup, là, jusqu'à ce que la LNH change un peu de la façon de fonctionner. C'était les francophones dans l'équipe du Canadien de Montréal. Dans le fond, c'est des cousins, puis tu sais, c'est quand même relié beaucoup à leur histoire, là, puis ça fait quand même partie un peu de l'échange qu'il y a entre la Nouvelle-Angleterre et le Québec. Avant de conclure, on a, tu as parlé du Poutine Fest, qui est un des événements que tu organises, mais tu es aussi co-auteur d'un livre que tu nous as parlé tantôt, mais si tu voudrais nous en parler un petit peu plus. I was saying that you are the founder of the Poutine Fest, but other than the Poutine Fest, you are the co-author of a book. Maybe would you want to talk to us about that book? How did you get to work with those guys? Sure. Doing Poutine Fest, and I'm friends with the guys who do. This is their cup, the French Canadian Legacy podcast. I always use their cup. See, that's us rising from we're coming back. So we've all been in communication and, you know, working with Jesse Martineau over there. Like, he connected me with some of the woman who edited this book and put this together. There is a version français that is out. I can send you guys a link if you want to. Basically, it's showing the French is all around the United States. It's kind of all around us. New Orleans, the Midwest, New England. There's at least about 30 or 40% of this book is Franco-American authors in here that are talking about their experience, which is, you'll be able to read it en français as well. A lot of folks in New Orleans, but we all have become friends. We all have, you know, either we're Francophone or we have that legacy, that history. So we've all been kind of working together. You know, on the American side, we're different, but it's interesting to hear the struggles and the triumphs in different parts of the country. So the book kind of talks about that. And I'll tell you, New Orleans, the folks in New Orleans are kind of carrying the torch, like it's burning very bright there right now. And they're kind of helping to motivate all of us. There's Tele Louisiane, that's down there. And there's the New Foundation down in New Orleans. I mean, they got Louisiana as part of the Francophonie. Like, how did that happen? Is in there. That's because of what they've been doing. So, you know, a lot of that's in the book. We all got together last year in New York City when the book was out. We all went out like down the town. We showed them how Franco-Americans throw down, how we party, and then we got to know some of them. Obviously, I'm a parent now, so the kids not being around, it was that kind of that level. But now we're all friends, so we all communicate and talk strategies and help each other. You know, we're not alone on an island. Sometimes it feels that way when you're Franco-American trying to do things out here, but it's good to see there's other people in the U.S. who are trying to help the language and culture. C'est ça. Lui, en tant que fondateur du Poutine Fest, il a été ami avec d'autres gens, d'autres Franco-Américains. Puis, ils ont édité, dans le fond, ce livre-là qui parle du fait qu'il y a beaucoup, tu sais, partout aux États-Unis, il y a des Franco-Américains, il y a des francophones. Le français fait partie de l'histoire des États-Unis.
Puis, il y a beaucoup d'auteurs franco-américains qui ont partagé là-dedans. Là, ça parle du Midwest, ça parle de la Louisiane. Mais la Louisiane fait partie de la francophonie. Ça vient parce que la Louisiane met beaucoup d'efforts à parler de ses origines françaises. Puis, c'est ça, il y a plein d'exemples là-dedans qui démontrent que il parle beaucoup de ce qu'est la culture franco-américaine. Quand ils ont sorti le livre, ils disaient, on leur a montré quand on fait un party, nous autres, les franco-américains, là, on est capable de faire ça. Je pense qu'on ne fera pas le tour, on ne fera jamais le tour, mais Tim, je voudrais te remercier énormément de ta participation, ta collaboration. Avant qu'on se quitte, qu'on se salue. On essaiera de faire quelque chose live au Poutine Fest un moment donné. Ah, ben oui, on pourrait aller au Poutine Fest. But, so just before we leave, I would just like to thank you. We've really appreciated your participation in our podcast. When are the dates of the Poutine Fest? October 14th. So October 14th. And it's in Manchester. It's just south of Manchester, and it's in Merrimack, New Hampshire. Merrimack, à côté de Manchester, le 14 octobre, le Poutine Fest. Événement à pas manquer. Okay. Well, before we leave, would you have something else to say to conclude? No, just merci. Thank you so much for having me on. I know that, I know it's a lot to have to translate, have somebody on here who's, I know I've listened to your podcast. I've listened to the video. So to have someone, who representing like the Franco-Americans who've kind of been forgotten, there's lots more of us, and some of us are Francophones. So happy to connect you to other folks. I think it'd be good to get it's great to have someone, up there who cares about our story too. And there's just a lot we can do together. So that's awesome. Thank you for having me. Thank you very thanks for much. Being here. Seriously, it's very nice. It's great to see you around, and it's great that we see that you're still taking care of the French culture, south of the border, which is something that a few years ago would have me if there's still a French culture in the U.S. I would say, what? So that's awesome. Yeah, thank you very much, and we'll see. Maybe we'll see you guys in the Poutine Fest in October. Well, if you have tickets, show up in your email. I guess you guys have to come together. You can do it. Interview some francophones. We can talk. Come on down. It'd be great. Well, great, thanks. Puis, écoute, nous, on va se rencontrer, moi puis Yann, en conclusion. On va parler de nos ancêtres qui ont traversé la frontière. Puis, bon, je pense qu'on en a quand même un puis un autre. On l'expliquait tantôt. Un tiers des Canadiens français. Non, c'est ça. Un tiers des Canadiens français ont traversé la frontière. Puis, ça ressemble un peu de ce qu'on voit dans nos arbres généalogiques, puis on va pas vous parler là, de tous et un petit peu de chacun là, de ces gens-là. Alors, je tiendrai à te remercier, Tim, pour ta présence, puis on se revoit. Ouais, ben ça, c'était encore une fois super intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé, Yann? Ah, c'est super. Moi, je fais de la généalogie, puis je suis membre de groupe de généalogie. Mais on avait déjà parlé, là, à partir de quand j'ai trouvé des ancêtres qui étaient allés aux États-Unis, je commençais à aller dans des groupes de généalogie, French Canadian Genealogy, puis des trucs dans ce genre. J'ai même trouvé des cousins très éloignés, 8-9 générations, qui restent aux États-Unis, là, genre en Louisiane. Puis, moi, je trouve ça super. Puis, on sait que ça existe. On a brièvement parlé des cours d'histoire. Là, les Canadiens sont allés pendant la Révolution industrielle aux États-Unis. Mais là, on parle avec quelqu'un qui est issu de ça. C'est pas théorique. C'est pas oui, ils sont allés. Moi, mes ancêtres sont allés, mais ils sont revenus. Je sais qu'il y en a qui sont restés là. Mais là, on parle avec quelqu'un qui, tu sais, si les Canadiens français n'avaient pas été aux États-Unis, lui, il serait pas là. Il serait peut-être chez nous, ou il serait juste pas là. Fait que c'est quand même, moi, je trouve ça super intéressant. Ouais, puis sont une gang, hein. En fait, il y a probablement plus de descendants Canadiens français qui sont aux États-Unis qu'il y en a dans la province de Québec présentement. Parce qu'on parle d'au-dessus de 10 millions là, de descendants de Canadiens français aux États-Unis. Là.
C'est quand même énorme. Je voudrais juste, avant qu'on parle de nos affaires, je voudrais juste mentionner, là, on a parlé à un moment donné là, qui mangeait de la tourtière dans le temps des fêtes. C'est probablement du pâté à viande. C'est pas la tourtière là, du Saguenay ou du Lac là, ou de Charlevoix. C'est pas de c'est pas de la vraie tourtière. C'est quelque chose ça. Que des gens appellent tourtière. C'est que tout le reste du Québec appelle tourtière, sauf dans les régions mentionnées. Mais c'est ça. Mais bon, rentrons dans le vif du sujet. Comme vous savez déjà, moi, je fais des capsules là, de généalogie. Je raconte l'histoire d'un couple. Puis généralement, je suis dans cette période-là, dans la période des gens qui ont vécu, qui sont nés aux alentours de 1880. Puis bon, ça, on est en plein là, dans l'Exode. Fait que j'en ai quand même trouvé beaucoup. Je vous montre ça. J'ai déjà parlé de Roland Dion, en fait, de son père Narcisse Dion. Puis Narcisse, ben, lui, il est né aux États-Unis. Puis vous irez voir là, sa vidéo. En fait, sa famille. Ses parents, là, ils ont fait l'aller-retour environ 5 fois. Je les retrouve au Québec, puis après ça aux États-Unis, puis au Québec, aux États-Unis. Bon, pour finalement, ils vont aller s'installer à Roberval, au Lac-Saint-Jean, là, dans le temps de la colonisation. Puis dans le temps du rapatriement des Canadiens français, hein, parce qu'il faut comprendre, là, on n'en a pas parlé, mais on en a parlé un peu là, lors du curé Labelle, quand on a parlé des Laurentides. C'est pas quelque chose qui faisait l'affaire du clergé, là, que tous ces exilés-là partent aux États-Unis. C'était un petit peu plus difficile à gérer. On voulait les avoir ici. Puis en plus, bon, ben, on subissait des pressions là, de tentatives d'assimilation par le fait même. Fait que plus qu'on en perdait, plus qu'on diminuait le poids démographique des Canadiens français là, au Canada. Fait qu'il y a eu des programmes de rapatriement. Puis bon, Narcisse Dion est allé s'installer conséquemment à ça au Lac-Saint-Jean. Il y en a un autre. Bon, on est toujours dans les émissions que je vous ai parlé. Je vous ai aussi parlé ici de Ludger de la Fontaine, qui est dans la région là, de Magog, là, dans les cantons de l'Est, mais qui, à certains moments donnés de sa vie, va aller travailler là, au Vermont, pas très loin, puis va revenir. Puis il y a aussi son beau-père là, qui sont partis de la Beauce, qui sont allés s'installer dans le nord des États-Unis. Probablement qu'il a rencontré son épouse, sa première épouse là, puis ils sont revenus au Québec. Une autre histoire que je suis en train de travailler, qui va être à venir, ben, c'est l'histoire de Omer Barrière. Omer Barrière, il a été député de l'Assemblée nationale là, à une certaine époque, mais dans son jeune temps, ses parents sont allés travailler là, aux États-Unis, puis lui, ben, il est allé aux États-Unis avec sa famille. Ils sont revenus ici. Il y a d'ailleurs un de ses frères là, qui est un photographe là, quand même assez hors pair. Il a fait des photos il a travaillé pour le Time Magazine. Il est retourné à New York travailler. Là, quand on parle de l'exode des Canadiens français, ben, lui, c'en est un là, qui est resté là-bas. En tout cas, ça fait, bon, comme vous savez, j'ai fait environ une vingtaine d'arbres généalogiques, là, jusqu'aux arrière-grands-parents. Puis j'en trouve fréquemment. Là, en voilà quelques exemples. Toi aussi, Yann, je suis sûr que tu as des ancêtres qui ont été aux États-Unis ou qui sont nés là-bas, j'imagine. Oui, définitivement. Comme dans à peu près chaque fois qu'on a des exemples à donner, là, le personnage de ma généalogie qui est tout le temps super intéressant, c'est Alphonse Gosselin, celui qui s'était marié 5 fois. Puis tu sais, je t'avais raconté, quand on parlait à un moment donné de lui, c'est que tu prends son premier mariage, tu retournes dans celui d'avant parce que tu as sur les registres de mariage qui est veuf de la personne d'avant. Puis là, tu retournes jusqu'au deuxième mariage où est-ce qu'il est veuf de Exilda Dansereau. Mais j'ai jamais trouvé le mariage de lui, d'Alphonse Gosselin, puis de Exilda Dansereau. Mais ce que je sais, c'est que la sépulture de Exilda Dansereau, c'est qu'eux autres, tu sais, elle est décédée, elle, puis deux de leurs enfants, ben, leurs 2 enfants, elle est décédée à Claremont, aux États-Unis, qui est Claremont, là.
Parce que lui, avec son beau-père, son beau-frère, sa belle-mère, je pense qu'il s'est marié là-bas à Claremont, mais c'est difficile de trouver des registres catholiques à cette époque-là, puisqu'il n'y avait pas vraiment de place pour faire. Souvent, il revenait justement pour se marier ou se baptiser. Mais lui, il est allé à Claremont avec sa famille, à Claremont avec sa famille. Puis pendant un bout de temps, ils sont allés là, puis éventuellement, ils sont revenus. Là, il y avait une année assez dégueulasse parce que il y a son beau-frère, sa belle-mère, 2 de ses enfants, puis son épouse sont décédés dans une période d'à près 6 mois. Là. Fait que pas une belle année. Ils sont revenus, se sont installés, puis lui, il s'est remarié, puis il n'a pas été chanceux avec ses épouses, là, comme on disait. Mais c'est ça, il avait été aux États-Unis pour travailler. Il partait en famille. C'était pas juste lui, là, c'était lui, il était parti avec son beau-père, sa belle-mère, son beau-frère, là, il partait à la gang. C'est quelque chose qu'on voit aussi, tu sais. Un autre exemple que j'ai, c'est Paul Audet, qui était jeune au moment, on parlait de Woonsocket pendant l'entrevue, là, mais lui, il était là à Woonsocket. Puis il était là avec son père, puis il y a certains de ses jeunes frères qui sont nés là-bas. C'est là les traces qu'on peut trouver, justement, sur les services sociaux disponibles pour les naissances. Mais si on regarde à Woonsocket, un peu après qu'il soit revenu, il y a eu la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste de Woonsocket. Puis, tu sais, Paul Audet avait été là-bas, Michel Audet. Il y a certains de ses grands frères à Paul qui sont restés. On a des traces plus loin parce qu'ils s'étaient mariés. Mais quand ils ont fondé la Société Saint-Jean-Baptiste de Woonsocket, il y avait des Audet qui étaient là-bas, qui participaient à la fondation. Ils partaient en gang, là. Il y avait des cousins qui allaient. C'était pas, tu sais, ils s'installaient en... Ouais. C'est une communauté, tu sais, c'était comme, là, regarde, chez nous, là, ils commencent les terres, c'est pas le fun. Moi, je vais vendre ma terre, là, je vais regarder ça, je vais aller m'installer à quelque part où on peut faire de l'argent. Tu viens avec moi. Ils partaient en gang, puis ils s'installaient dans une communauté française là-bas. Puis ils faisaient ça comme ça. Puis tu demandais si j'avais des enfants qui sont nés là-bas. On a déjà parlé, le père de mon grand-père, du côté de ma mère, Georges Paquin, le fils de Georges. Lui, il est né aux États-Unis parce que ses parents, sûrement, qui avaient été travailler, encore une fois, pour profiter des opportunités d'emploi là-bas. Puis au moment de la naissance, je ne sais pas si c'est au moment de la naissance ou c'est pendant qu'ils se déplaçaient qu'il y a la naissance ou c'est après parce qu'ils sont revenus vu qu'il y avait les bébés, c'est des jumeaux. On a vu des traces. Il y a des registres dans plusieurs États de leur naissance, probablement qui s'organisaient pour pas avoir de problème, puis là, on va l'enregistrer juste pour être sûr de ne pas avoir de misère. Puis là, il y a des registres qui existent, là, on peut retrouver dans les archives des registres dans plusieurs États de la naissance de mon arrière-grand-père aux États-Unis. Mais lui, il est revenu avec le nom de famille, le nom complet, il était massacré, là. Sa mère, c'était Apolline Leclerc, fait que c'est Paulina Laclaire ou n'importe quoi. Là, c'est bonne chance pour trouver les noms de façon correcte. Mais c'est quand même, ils sont allés là-bas, ils ont travaillé, et puis là, ils sont revenus. Puis ça fait partie de notre histoire. Mais il y en a qui sont restés là-bas. Comme je te disais, les Audet, là, j'ai des grands frères de mon arrière-grand-père qui sont restés là-bas. Il y a sûrement encore des Audet dans le coin de Woonsocket maintenant. Puis tu sais, on en a parlé un petit peu durant l'entrevue, mais chacun de nos grands-pères ou nos grands-mères avait des cousins ou des frères qui habitaient aux États-Unis ou nos arrière-grands-parents. Puis moi, je pense que c'est sûr que ça a un lien avec les vacances, hein, les Ogunquit, ces places-là, là, toutes des places très proches où il y a eu des communautés de Canadiens français il y a jadis un certain temps, ou pas trop loin là, quand même. Là, fait que je pense qu'il doit y avoir un certain lien. On va aller là, on va aller voir ma tante Nutelle en même temps, parce qu'elle habite pas loin. Et pendant qu'on est là-bas, on va aller à la plage. C'est ça, tu sais. Je sais pas, j'ai jamais vu d'études là-dessus, là, mais j'imagine qu'il doit y avoir un certain lien, là, pourquoi est-ce qu'on tripait pas mal jadis là, sur ces endroits-là de vacances, là. Bon, c'est sûr qu'il y a eu des facteurs là, comme l'arrivée de l'auto et ces affaires-là qui ont influencé, là.
Mais reste que aller visiter de la famille, c'est quelque chose qu'on faisait. On le voit souvent dans les journaux à l'époque. Là, un tel a reçu la visite de sa tante, une telle. Elle est restée pendant 3 jours. Ça faisait partie des nouvelles, ça. Ouais, Je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu des études sur ça. Dans la logique où est-ce que aux États-Unis, le fait francophone est pas mentionné nulle part, je pense pas qu'ils se sont demandé si les Français venaient visiter leur famille. Ouais. Ben, je suis sûr aussi que ça a dû avoir un impact sur peut-être le hockey. Hein. Le hockey aux États-Unis a commencé dans le Michigan, là, pas mal, mais aussi dans le nord-est des États-Unis. C'est sûr que les Irlandais ont un impact là-dedans parce qu'ils voyageaient là, d'un endroit à l'autre où il y avait du travail, mais il y avait aussi pendant cette époque-là les Canadiens et Français là, qui allaient visiter leurs cousins, probablement qui amenaient, ou les cousins venaient ici, ils voyaient ça, une paire de patins, un bâton, puis c'est quoi ça? Ils ramenaient ça chez eux, puis je suis sûr que ça a probablement eu une certaine influence, mais ça, on en parlera une autre fois avec ouais. Michel. Avec Michel. Moi, je pense que ça a de l'allure. Je crois comprendre que les premières parties officielles là, de hockey aux États-Unis, c'était genre à New York, là, puis une grosse communauté irlandaise. Oui, mais beaucoup à Boston quand même, là, des Irlandais. Oui, aussi. Oui, effectivement. Aussi. C'est ça, c'est des premières équipes. Là, c'est aussi des premières classes, effectivement. On a une émission qui s'en vient là, au tournant de la saison hivernale. Là, on va parler hockey avec un spécialiste dans le domaine. Oui, tout à fait. Tu sais, tantôt, Éric, tu parlais de gens, est-ce que tu as fait des arbres généalogiques, là, mais clairement, toi aussi, tu as des ancêtres là, qui ont émigré éventuellement vers les États-Unis. Oui, ben en fait, moi, j'ai des ancêtres, étant donné que mon nom de famille, c'est Béliveau. Puis Béliveau, ben c'est acadien. Donc, mes ancêtres ont fait partie du département là, des Acadiens. Puis la même chose hein, que lors de l'Exode, il y a des Acadiens qui sont revenus soit en Acadie ou soit dans la province de Québec. Mais il y en a qui sont restés là-bas. Puis ça, ça s'est passé avant l'Exode qu'on vous parle. Là. Ça s'est passé entre 1755 et ils sont revenus vers 1765. Environ, là, puis sont revenus par leur propre moyen au Québec. Mais ceci étant dit, oui, effectivement, qui ont fait partie de l'Exode, à commencer par... on se souvient que je vous avais parlé d'Albertine Lambert, là, on en a parlé lors de la première émission sur l'adoption. Elle avait... Albertine Lambert a marié Elfège Béliveau, qui sont cousins. Mais Thomas Lambert, le père d'Albertine, lui, il est né à Baie-du-Fèvre dans les années 1840. Mais au cours de sa vie, on le voit là, à Manchester, au New Hampshire. On le revoit revenir ici. Albertine est né ici. Ils sont repartis là-bas, etc. Il est revenu. Puis bon, à un moment donné, c'est ça, il a marié Zélia. Donc, par conséquent, j'ai Thomas Lambert qui est allé aux États-Unis comme ancêtre. Zélia, qui est la sœur de Benjamin. Puis, Albertine Lambert, évidemment, qui a fait un bout là-bas. On sait qu'Elfèche, il y a une affaire aussi que je sais, c'est que Benjamin, je montre ça ici, on peut trouver son Alien Certificate, ça c'est son permis de travail aux États-Unis. Puis c'est daté de 1927, puis il était âgé de 70 ans à l'époque. Il a un permis de travail à l'âge de 70 ans. Hein? Quand même. C'est quelque chose. Les libertés 50 ans qui ne connaissaient pas ça. Non. Ben écoute, c'était visiblement un travaillant. On sait qu'il allait là pour le travail. Sinon, autrement, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait été là, à la retraite, à moins qu'une partie de sa famille, ses enfants, soient déjà installés là-bas, mais ce n'était pas le cas. Fait que, sinon, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il serait allé. C'est ça. Mais c'est pas hein, les seuls de ce côté-là.
toujours du côté à mon père. Du côté à ma mère, c'est très ouvrier, la Chine, en ville. Du côté à mon père, il y a, on se souvient là, on se souvient, je vous ai parlé, la toute première émission, c'est Henri-Paul Laprairie. Henri-Paul n'a pas été aux États-Unis. Toutefois, son père, François-Xavier, ben lui, il a fait la guerre de sécession. Aux États-Unis. Puis il a épousé Élisabeth Chrétien. Puis Élisabeth Chrétien, elle est née au Michigan. On parlait, hein, qu'on n'en parlait pas beaucoup. On se demandait de l'ampleur de la chose. Puis moi, au début, quand j'ai vu ça, Élisabeth Chrétien, née aux États-Unis, je suis ben non, j'ai pas d'ancêtre américain. Là, c'est pas. Puis là, ben, à force de recherche, tu fais, ah ouais, OK, c'est très, très possible qu'il y a des Canadiens français qui sont allés coloniser le Michigan, là, le début du Midwest là, dans les années 1800. Puis ben, sa famille ne sont pas restés longtemps là-bas, sont revenus en ville. François-Xavier est revenu en ville à Montréal éventuellement, puis il a rencontré là, Élisabeth à ce moment-là. Fait que c'est ça. Ouais, j'ai aussi des losons, là, c'est quand Joseph il est venu avec ses enfants s'installer dans ton coin, là, à Notre-Dame-de-la-Paix, puis il a éventuellement fondé Notre-Dame-de-la-Paix. Les jeunes frères de Joseph, lui, s'est installé dans le Michigan. Là. Je pense qu'il était 3 à partir pour aller au Michigan. Puis il y a eu des enfants. Là, ça a continué d'être là-bas la plupart. Là. Je te dirais, par contre, la différence avec ceux qui ont colonisé le Michigan, c'était plus des agriculteurs qui cherchaient. Dans ces coins-là. Alors que le nord-est des États-Unis, là, c'était vraiment des ouvriers là, qui travaillaient là, dans des manufactures de textiles, là, généralement. Oui, c'est comme la compétition. C'était comme la compétition, là, justement, à l'ouverture du Nord, là, avec le curé Labelle. Là, c'était au Michigan ou dans le Nord. C'est ça. C'est ça. Mais tout ça pour dire, hein, moi, je disais tantôt, là, je réalisais pas l'ampleur de ça. Tu sais, on en parle là, pendant quoi, 15 minutes là, dans nos cours d'histoire là, au secondaire. Là, tu sais, j'exagère à peine, là, mais on n'en parle pas beaucoup. Puis là, ben, tu sais, c'est pas vraiment. Moi, sur le coup, je me disais, c'est pas tant notre histoire. Tu sais, mais oui, c'est l'histoire de mes ancêtres, l'histoire des frères, des sœurs, des parents, des cousins. Là, tu sais, c'est pratiquement impossible. On l'a mentionné là, démographiquement, là, il y avait quasiment au-dessus d'un tiers des Canadiens français qui ont quitté la province pour aller aux États-Unis. Fait que c'est sûr que vous allez en trouver dans vos arbres généalogiques là, un ou plusieurs qui sont allés aux États-Unis. Alors, ceci conclut l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris tout plein de choses comme nous. Si vous avez des ancêtres qui sont des Canadiens français qui ont fait un passage aux États-Unis ou encore si vous êtes un Franco-Américain, ben, n'hésitez pas à nous le mentionner là, en commentaire dans cette vidéo-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton « J'aime », en commentant, en partageant la vidéo ou encore en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à toi, Yann. Bonne journée à toi, Éric. Merci à tous d'être à l'écoute.